Bonjour à toutes et à tous. Donc notre cours est destiné aux élèves de deuxième année baccalauréat, sciences économiques et sciences de gestion comptable, la matière économie générale et statistique. Donc on va aborder dans un premier lieu les agrégats de la comptabilité nationale, puis l'inflation, la politique monétaire et on finira par étudier la politique budgétaire. Commençons d'abord par les agrégats de la comptabilité nationale et leurs limites. Donc, je commence par vous présenter le schéma suivant. Donc, la principale activité économique étant la production, c'est la production. Donc, la production donne naissance à la distribution de revenus. Et la distribution de revenus donne naissance à la dépense ou bien à la demande. Et donc, la demande à nouveau va susciter les entreprises à produire et donc investir et par conséquent distribuer des revenus et ainsi de suite. Donc les agrégats sont élaborés et donc construits sur la base de ce schéma-là. Donc l'activité de production, tout ce qu'on produit et les distribue sous forme de revenus et donc les revenus sont utilisés pour financer les dépenses et les dépenses suscitent à nouveau, stimulent encore une fois la production. Donc, à ce niveau-là, on distingue entre trois grandes catégories d'agrégats de la comptabilité nationale. Et donc, on a les agrégats de la production, on a les agrégats de la production, les agrégats de revenus et donc les agrégats de dépenses. Et donc, on va ajouter vers la fin les agrégats de l'épargne. Donc, on commence par les agrégats de la production. Et donc, le principal agrégat de la comptabilité nationale, c'est l'agrégat incontournable, le plus connu, c'est le produit intérieur brut. Et donc, le Haut Commissariat au Plan définit le produit intérieur brut comme le résultat synthétique de l'activité de production. Donc, l'activité de production est mesurée par le produit intérieur brut. Encore une fois, le produit intérieur brut représente la richesse créée, d'accord, par l'économie nationale d'un pays. Et donc, bien sûr, sur une période donnée. Et donc, le PIB est déterminé selon le principe qui est la territorialité. Alors, qui signifie tout simplement que le produit intérieur brut intègre toutes les productions réalisées à l'intérieur d'un territoire, et donc, quelle que soit la nationalité de ceux qui ont participé à la réalisation de cette production. Et le calcul du PIB, donc je passe au calcul du PIB, donc le PIB est calculé selon trois formules. Donc il y a trois formules de calcul du PIB, on les appelle le C des optiques, on les appelle le C des approches, hein, et donc il y a l'optique production, qu'on a déjà vu, et donc l'optique revenu, parce que la production donne naissance aux revenus, et donc et les revenus sont dépensés. Donc c'est pour cela qu'on a choisi ces formules de calcul du PIB. Il y a l'optique production, optique revenu et optique dépense. Alors commençons d'abord par l'optique production. Donc généralement, la définition qui est très utilisée pour parler du PIB et pour définir le produit intérieur brut, c'est que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Alors, au lieu de dire la somme des valeurs ajoutées, on y dit valeur ajoutée au prix de base. Et bien sûr, qui est la somme des valeurs ajoutées créées par le secteur primaire, secondaire et tertiaire. On ajoute les impôts sur les produits et on retranche les subventions versées par l'État pour soutenir certains produits de base. Et donc, il suffit de calculer la valeur ajoutée au prix de base. Par exemple, j'ai choisi l'année 2018, les chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan, au corps Banque al-Maghrib. Et donc, la valeur ajoutée au prix de base s'élève à 976,114 en 2018. J'ajoute les impôts nets de subvention parce que 130 708 millions de dirhams représente la différence entre les impôts sur les produits et les subventions. Et donc 130 708 est égal à impôts moins subventions. Donc j'ajoute la valeur ajoutée au prix de base, qui est la somme des valeurs ajoutées des trois secteurs économiques, primaire, secondaire et tertiaire. Ça donne 1 106 822 millions de dirhams pour l'exercice 2018.
Pour l'optique revenu, c'est-à-dire le partage de la valeur ajoutée, et donc le produit intérieur brut, c'est la somme des revenus qui sont distribués pendant une année, pendant une période, eh bien c'est l'année, généralement c'est l'année. Donc les ménages reçoivent des salaires, eh bien les entreprises reçoivent l'excédent brut d'exploitation. Alors l'excédent brut d'exploitation signifie tout simplement le montant de la valeur ajoutée ou la partie de la valeur ajoutée qui reste pour l'entreprise après avoir payé les impôts et les taxes. Donc c'est la valeur ajoutée moins les impôts, moins les charges de personnel, moins les salaires. Et on ajoute le revenu des administrations publiques, c'est-à-dire impôt net de subvention. Donc le PIB est alors égal, le revenu des entreprises, c'est l'excédent brut d'exploitation, le revenu des ménages, c'est les salaires, et le revenu des administrations publiques, c'est l'impôt net de subvention. Pour l'optique dépenses, et donc les contributions du produit intérieur brut, donc la plus importante, formule du calcul du produit intérieur brut, et donc le PIB est égal à dépenses de consommation finale, plus formation brute du capital fixe, plus variation de stock, plus exportation, moins importation des biens et des services. Et donc, c'est les contributions. Ça veut dire que c'est la consommation qui tire la croissance, ou bien qui augmente le PIB, l'investissement aussi, formation brute du capital fixe et variation de stock. Les exportations augmentent la richesse créée également, mais les importations, c'est le contraire, ils diminuent la richesse créée. Donc, pour l'exercice 2018, donc vous avez les dépenses de consommation finale qui s'élèvent à 852 254 plus 314 963 de FBCF, 56 051 de variation de stock. Les exportations s'élèvent à 428 724, moins les importations qui s'élèvent à 545 170. Et donc c'est le même montant, le même résultat, 1 106 822. Alors, après avoir calculé le PIB selon les trois optiques, alors au niveau de l'examen par exemple, quelle formule utiliser? Ça dépend donc des données qu'on vous a données, on vous a fournies au moment de l'examen national. Donc, il faut apprendre les trois formules et bien l'utiliser selon les documents qu'on va vous donner au niveau de l'examen. Au niveau de la lecture, elle est très simple, la lecture. Vous commencez toujours par au Maroc, ou bien en 2018. Et donc, pour nous, en 2018, la richesse créée par l'économie nationale s'élève à 1 106 millions de dirhams. Et donc, voilà la somme des valeurs ajoutées qui ont été créées et donc la richesse qui a été créée pendant cet exercice 2018. Donc on peut ajouter également qu'il s'agit du Maroc. Donc au Maroc en 2018, la richesse créée par l'économie nationale s'élève à 1 106 millions de dirhams. Et donc on peut déduire également d'autres formules à partir du produit intérieur brut. Et donc le PIB, c'est également la valeur ajoutée au prix de base, plus les impôts sur les produits nets de subvention. Alors, pour la valeur ajoutée au prix de base, on peut la présenter sous deux formes. Donc, la valeur ajoutée au prix de base elle est égale à la valeur ajoutée agricole plus valeur ajoutée non agricole. Donc, on distingue entre ce qui est agricole et ce qui est non agricole pour voir la contribution de l'agriculture à la création de la richesse et aussi la contribution des activités non agricoles. Également, on peut calculer la valeur ajoutée au prix de base donc en faisant la somme des trois secteurs de la valeur ajoutée créée par les trois secteurs de l'économie. Donc, valeur ajoutée primaire, ça veut dire l'agriculture et la pêche. La valeur ajoutée secondaire, ça veut dire la valeur ajoutée créée par le secteur industriel. Et puis, la valeur ajoutée créée par le secteur tertiaire, et donc le commerce et les services. Alors, un deuxième agrégat de la comptabilité nationale et donc de mesure de la production, c'est le produit national brut. Alors, comme son nom l'indique, ici on remplace le I par le N
pour devenir le produit national brut. Alors tout simplement, le PNB représente la richesse créée par les nationaux, par les agents économiques de la même nationalité. Et bien sûr, il y a dans le PIB les étrangers qui ont participé à la réalisation de cette production et aussi les nationaux qui sont à l'étranger qui produisent aussi ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Et donc, il faut déterminer la richesse à travers le principe de la nationalité. Et ça veut dire la richesse créée par les Marocains. Donc, il y a des Marocains qui sont résidents, il y a des Marocains qui sont à l'étranger. De même qu'il y a des étrangers qui sont résidents. Et donc, il suffit donc de calculer, de commencer par le PIB et le corriger. Donc, ces PIB, j'ajoute la production réalisée par les nationaux à l'étranger, à l'extérieur, par exemple la production réalisée par les Marocains à l'étranger, et je retranche la contribution des agents économiques étrangers qui sont résidents. Et donc, je retranche du PIB la production réalisée par les étrangers et j'ajoute au PIB la production réalisée par les Marocains qui sont à l'étranger, parce que le principe, c'est le principe de la nationalité. Alors, puisqu'il est difficile de mesurer et d'évaluer la production des Marocains qui sont à l'étranger ou la production des étrangers qui sont au Maroc, et donc on utilise un indicateur qui est le revenu, les revenus et les transferts nets de l'extérieur. Ça veut dire que les revenus reçus de l'extérieur moins les revenus versés, et ainsi que les transferts effectués par les Marocains qui sont à l'étranger, moins les transferts qui ont été effectués par les étrangers qui sont au Maroc à destination de leur pays. Donc finalement, la formule finale, c'est le PNB est égal à PIB plus revenus et transferts nets de l'extérieur. Mais attention, le PNB, le produit national brut, n'est plus calculé par la comptabilité nationale marocaine. Le PNB est remplacé par un autre agrégat de la comptabilité nationale qui s'appelle le revenu national brut disponible. Donc retenez bien que le produit intérieur brut n'est plus, et donc il a été remplacé par un autre indicateur de mesure de revenu cette fois-ci, c'est le revenu national brut disponible. Alors, pourquoi on calcule le PIB? Donc le PIB, c'est pas un objectif en soi. Le calcul du PIB, c'est beaucoup plus pour le calcul de la croissance économique. Donc le PIB sert à mesurer l'évolution de la richesse qui est créée. Et donc, parce que le PIB ne mesure que la richesse qui est créée. Mais pour mesurer la performance économique d'un pays, et donc il faut calculer le taux de croissance économique. Et donc, c'est comme ça qu'on peut apprécier l'évolution de la production sur une période bien déterminée. Et encore, on dit la mesure de la performance économique d'un pays. Le taux de croissance économique est utilisé également pour mesurer et apprécier certaines décisions de politique économique, les résultats qu'ils ont donnés. Également, le taux de croissance économique, il peut également mesurer les différences de création de la richesse d'un pays à un autre. Donc, on peut présenter des comparaisons dans le temps, d'une année à une autre, ou dans l'espace, c'est-à-dire si on voulant comparer, par exemple, la richesse créée par l'économie nationale par rapport à la richesse qui est créée par d'autres pays. Alors, le taux de croissance économique, c'est tout simplement la variation annuelle du produit intérieur brut. C'est le produit intérieur brut de cette année moins le produit intérieur brut de l'année précédente sur le produit intérieur brut de l'année précédente multiplié par 100. Alors, en utilisant les données de 2018, donc le PIB de 2018, c'est 1 106 822 moins le PIB de 2017, 1 63 351, sur 1 63 351 millions de dirhams, fois 100, ça donne plus 4,1%. Alors, ça veut dire que le PIB
a augmenté de 4,1% entre 2017 et 2018, ou bien en 2018 par rapport à 2017. Alors, concernant la lecture, il suffit de dire la richesse créée par l'économie nationale, ou bien l'économie marocaine, a augmenté de 4,1% en 2018 par rapport à 2017, en passant de 1 63 351 à 1 106 822 millions de dirhams. Donc, la richesse supplémentaire qui a été créée, elle est de 4, en pourcentage, elle est de 4,1%. Alors, à travers le 4,1%, on peut avoir une idée sur le niveau de la richesse qui est créée. Donc, il faut comparer 4,1% avec les taux précédents de 2016, par exemple, 2015, pour une lecture sur l'évolution de la performance économique et de la conjoncture économique par laquelle passe le Maroc. Alors, le produit intérieur brut est utilisé comme dénominateur commun pour un ensemble d'indicateurs. Donc, on va les voir par la suite. Alors, l'un des indicateurs qui est également calculé en utilisant le produit intérieur brut, c'est le PIB par habitant. Et donc, le PIB par habitant, il se fait de diviser le PIB et donc sur la population. Ça nous a donné 1 106 822 divisé par à peu près la population marocaine qui est de 35 millions. Alors, le résultat, c'est 31 600 dirhams par an et ça donne 2600 dirhams par mois. Donc voilà, chacun a contribué, chaque Marocain a contribué à la création de cette richesse de 2600 dirhams par mois. Et ça peut donner également une idée sur le niveau de vie de la population et donc le pouvoir d'achat de 2600 dirhams. Est-ce que 2600 dirhams est un revenu suffisant ou insuffisant? Alors, pour la lecture, il suffit de dire qu'en 2018 au Maroc, bien, chaque Marocain a contribué à la richesse nationale d'environ 31 600 dirhams par an. Et donc, chaque Marocain a créé 31 600 dirhams et ça représente sa contribution pour la richesse nationale. Alors, il faut encore distinguer au passage, il faut distinguer entre ce qu'on appelle le PIB à prix constant et le PIB à prix courant. Alors, pour le PIB à prix constant, à prix courant d'abord, alors ce sont des questions qui sont généralement posées par les élèves. Et donc, le PIB à prix courant, c'est un PIB qui a été calculé en utilisant les prix de cette année. Alors, par exemple, le PIB de 2018 est mesuré par les prix de 2018. Et donc, on utilise les prix de cette année. On l'appelle aussi le PIB en valeur ou bien le PIB nominal. Et il présente l'inconvénient qu'il est gonflé par l'inflation parce que les prix augmentent d'une année à une autre. Et donc, notre PIB calculé sur la base des prix de cette année peut contenir une partie, une somme qui est due à l'augmentation des prix. C'est pour cela les économistes lui préfèrent ce qu'on appelle le PIB à prix constant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on calcule le produit intérieur brut en utilisant les prix d'une année de référence. Et cette année de référence, ça peut être l'année dernière. Ça veut dire que le PIB de 2018 est mesuré sur la base des prix de l'année 2017. Et donc, pour avoir une idée claire sur l'augmentation de la richesse réelle et non pas l'augmentation des prix. Parce qu'un pays a beaucoup plus besoin d'une augmentation de la quantité produite que d'une augmentation des prix. Et donc, le PIB à prix constant, c'est un PIB qui ne tient pas compte de l'augmentation des prix. Il est déflaté, il est aussi dit PIB réel, comme on peut aussi l'appeler le PIB en volume. Et donc, la différence entre les deux, c'est que le PIB à prix courant contient une dose inflationniste, donc une partie est expliquée par l'augmentation des prix, alors que le PIB à prix constant garde les prix de l'année dernière, et donc la variation n'est due qu'à l'augmentation de la quantité et non pas à l'augmentation des prix.
Alors, deuxième catégorie d'agrégats, et donc c'est ce qu'on appelle les agrégats du revenu. Alors, pour les agrégats du revenu, on distingue entre deux types d'agrégats. Il y a ce qu'on appelle le revenu national brut et le revenu national brut disponible. Donc, il faut distinguer entre les deux. Alors, le revenu national brut, c'est tout simplement l'ensemble des revenus primaires reçus par les différents secteurs institutionnels ou les agents économiques auxquels on ajoute des revenus en provenance de l'extérieur, revenus nets en provenance de l'extérieur. Et donc, le PIB mesure la richesse créée et donc les revenus qui sont distribués sur le territoire, créés et distribués sur le territoire national. Étant donné qu'un pays il a des échanges, il effectue des échanges de revenus avec l'extérieur, et donc il peut recevoir de l'étranger des revenus, comme il peut verser à l'étranger des revenus. Et donc c'est pour cela qu'on va prendre les revenus versés moins les revenus reçus, et ça donne ce qu'on appelle les revenus nets en provenance de l'extérieur. Alors on parle de loyer, on parle d'intérêts, on parle de dividendes, etc., qui sont échangés par les pays. Donc il faut voir est-ce que les revenus reçus sont supérieurs aux revenus qu'on a versés à l'étranger pour mesurer le supplément de la richesse qui est d'origine extérieure. Ou bien, si c'est plus, ou bien la destruction de la richesse si les revenus nets en provenance de l'extérieur sont négatifs. Alors, pour le revenu national brut disponible, il n'y a pas seulement un échange de revenus avec l'étranger, mais il y a aussi des transferts. Et donc, c'est pour cela que le revenu national brut disponible, et donc c'est un indicateur qui intègre à la fois les revenus et les transferts reçus et moins versés de l'étranger. Donc, et pour obtenir le revenu national brut, donc voilà la formule. Et donc le revenu national brut est égal tout simplement au PIB plus le revenu de la propriété nette en provenance de l'extérieur. Et donc juste le revenu. Et donc voilà, pour l'année 2018, vous avez le revenu national brut est égal, toujours le PIB de 2018, c'est 1 106 822, alors que revenu net en provenance de l'extérieur, qui est revenu reçu moins revenu versé, ça a donné un résultat négatif de 23 270 millions de dirhams. Ça veut dire que tout simplement, les revenus versés sont inférieurs aux revenus reçus. Et donc, le RNB est égal à 1 83 552. Alors, pour l'interprétation, puisqu'il s'agit d'un montant exprimé en dirhams, et donc au Maroc, en 2018, le RNB, le revenu national brut, s'élève à 1 83 522 millions de dirhams. Alors pour le PIB, qui est beaucoup plus important que le revenu national brut, parce qu'il contient le PIB et les revenus, et aussi les transferts. Bien sûr, les Marocains qui sont résidents à l'étranger, ils effectuent des transferts au Maroc. Et donc, ces transferts-là qui sont effectués au Maroc, et donc sont beaucoup plus importants que les transferts qui sont effectués par les étrangers qui sont au Maroc. Parce que les Marocains qui sont à l'étranger sont environ 5 millions de Marocains à l'étranger, alors que les étrangers qui sont au Maroc sont à peu près 86 à 90 000 étrangers. Et donc cela montre que les transferts reçus sont beaucoup plus importants que les transferts versés. Alors pour le calcul, RNBD est égal donc 1 106 822, qui est le produit intérieur brut toujours, plus la différence et donc, entre les revenus et les transferts versés, et les revenus et les transferts, les revenus et les transferts versés, moins les revenus et les transferts
versés. Alors, le résultat il est positif, 50 852. Et donc, c'est tout à fait naturel que ce résultat-là soit positif parce que les transferts qui sont effectués par les Marocains qui sont à l'étranger sont importants pour couvrir également le résultat négatif des revenus de propriété nette en provenance de l'extérieur. Donc, le montant total du revenu national brut disponible, c'est 1 153 674 millions de dirhams. Alors, l'interprétation, c'est toujours la même. Et donc, au Maroc, en 2018, le RNBD s'élève à 1 157 674 millions de dirhams. Alors, pour les affectations du revenu national brut disponible, et donc le revenu une fois reçu, une partie est destinée à financer la consommation finale et l'autre partie il sera consacrée à l'épargne. Donc RNBD est égal à dépenses de consommation finale plus l'épargne nationale brute. Troisième type d'agrégat, c'est les agrégats de la dépense. Donc, il y a deux dépenses. Alors, on les appelle dépenses ou demandes, les agrégats de la demande ou les agrégats de la dépense. C'est la même chose. Alors, on a d'abord les dépenses de consommation finale. Et donc, les agents économiques qui consomment sont les ménages. Je parle de la consommation finale, et spécialement. Alors, c'est les dépenses de consommation finale des ménages, les dépenses de consommation finale des administrations publiques et les dépenses de consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages, intitulé, ou par abréviation, institutions sans but lucratif au service des ménages. Et donc, vous allez constater qu'on ne parle pas ici des entreprises parce que vous avez que les dépenses de consommation finale, alors que chez les entreprises, c'est la consommation intermédiaire qui est déjà retranchée de la production pour calculer la valeur ajoutée qui est intégrée dans le produit intérieur brut. Deuxième type de dépense, c'est la formation brute du capital fixe. Donc, c'est tout simplement la valeur des biens durables acquis pour être utilisés pendant au moins un an dans un processus de production. Alors, pour le calcul, donc les dépenses de consommation finale, donc je fais la somme des dépenses des trois agents, donc ménage plus administration plus les ESBLM. Et donc, pour les données de 2018, donc vous avez les dépenses de consommation finale, plus des ménages, plus les dépenses de consommation des administrations, plus les dépenses de consommation des ESBLM. Le total a donné 852 254. Donc, toujours en interprétant les chiffres, donc en 2018, les dépenses de consommation finale s'élèvent à 852 254 millions de dirhams. Pour la formation brute du capital fixe, pour la calculer, c'est l'investissement moins la variation de stock. Et parce que l'investissement, c'est la FBCF plus variation de stock. Donc FBCF est égal à l'investissement national qui est de 371,014 millions de dirhams. Alors, je retranche la variation de stock pour l'exercice 2018, moins 56,51. Et donc, au total, on a 314 963 qui est le montant de la formation brute du capital fixe. Donc, l'interprétation, donc en 2018, la FBCF s'élève à 314 963 millions de dirhams. Alors, on inverse, et donc on recalcule l'investissement national, ou bien FBC, on l'appelle aussi FBC, ou l'investissement national, c'est la formation brute du capital fixe plus variation de stock. Et donc, ça donne 371,14 millions de dirhams. Donc, en 2018, l'investissement national et au Maroc s'élève à 371,14 millions de dirhams. Donc, voilà. Donc, on peut calculer l'investissement à partir de la FBCF, comme on peut calculer la FBCF à partir de l'investissement, étant donné que l'investissement n'est rien d'autre que la FBCF plus variation de stock.
Sans oublier également que l'investissement national est aussi dit FBC, formation brute du capital. Dernière catégorie d'agrégat, c'est l'agrégat de l'épargne. Et donc, l'épargne nationale brute. Et donc, l'épargne, c'est facile, pardon, à définir. Donc, l'épargne, c'est la partie du revenu qui n'est pas consommée. Et donc, pour un agent économique, l'épargne, c'est le revenu moins la consommation. Alors, au niveau macroéconomique, donc, le revenu est mesuré par le revenu national brut disponible et la consommation est mesurée par l'agrégat dépenses de consommation finale. Donc, l'épargne nationale est tout simplement l'épargne de tous les agents économiques, d'accord? Et donc, c'est encore la partie du revenu qui n'est pas consacrée à la consommation. Alors, on peut facilement calculer l'épargne nationale brute. Donc, il suffit d'avoir le revenu national brut disponible et le total des dépenses de consommation finale. Alors, pour l'année 2018, voilà les chiffres. Donc, RNBD qu'on a déjà calculé, 1 157 674, moins 852 254, le chiffre, ou le montant des dépenses de consommation finale. Et ça a donné un résultat de 305 420 millions de dirhams. Et on dit toujours, en 2018, l'épargne nationale brute s'élève à 305 420 millions de dirhams. Alors, il y en a d'autres pour avoir encore plus de détails concernant les données de la comptabilité nationale. Et pour un élève du baccalauréat, il y a d'autres indicateurs qu'il faut calculer et sur la base duquel on peut avoir une appréciation sur une évaluation de la situation financière, situation économique d'un pays. Alors, le premier indicateur, et donc on va prendre la formule du PIB selon l'optique dépenses, et on va dégager à partir de cette formule un ensemble d'indicateurs. Le premier s'appelle la demande intérieure. Et donc la demande intérieure, ce n'est rien d'autre que les dépenses de consommation et l'investissement, ou encore dépenses de consommation finale plus FBCF plus variation de stock. Alors, pour les calculs, donc j'ajoute aux dépenses de consommation finale la FBCF et la variation de stock. Et donc, le résultat est de 1 223 268 millions de dirhams. Donc, voilà l'interprétation. Au Maroc, en 2018, la demande intérieure s'élève à 1 233 268 parce que, tout simplement, je fais la lecture d'un montant et en dirhams. Alors, à côté de la demande intérieure, c'est normal, on va parler de la demande extérieure. D'abord, la demande extérieure, c'est les exportations. Donc, la demande extérieure, c'est les exportations. Mais on calcule également la demande extérieure nette. La demande extérieure nette, donc, c'est les exportations moins les importations. Donc, on retranche les importations des exportations. On l'appelle également le solde commercial. On l'appelle également les exportations nettes. Donc, voilà, si on vous demande de calculer l'exportation nette ou bien le solde, et donc, bien, c'est la même chose, donc c'est la demande extérieure nette. Alors, pour l'année 2018, la demande extérieure nette est négative, donc c'est normal pour le Maroc que les importations sont toujours supérieures aux exportations. C'est pour cela qu'on a un résultat négatif. Ça veut dire que les exportations sont inférieures aux importations de 116 446 millions de dirhams, ou bien les importations dépassent les exportations de 116 446. Donc voilà, en 2018, les exportations nettes ou demande extérieure nette s'élèvent à moins 116 446 millions de dirhams. Donc, ou bien le déficit commercial s'élève à 116 446 millions de dirhams. Alors, on peut calculer également la demande globale. La demande globale, c'est la demande intérieure plus demande extérieure nette. Donc, c'est la somme des deux. Puisque la demande extérieure nette, elle est négative, c'est pour cela qu'on a mis un moins, donc plus moins, 116 446.
Et donc, c'est 1 822. Vous constatez que c'est le PIB, parce que si on ajoute la demande intérieure à la demande extérieure nette, on aura le produit intérieur brut. Donc, la demande globale s'élève à 1 106 822 millions de dirhams en 2018. Il y a un autre indicateur pour mesurer la capacité aux besoins de financement de l'économie. Est-ce que le pays dégage une épargne ou bien un besoin de financement? Alors, il se fait de comparer ici, de comparer l'épargne avec l'investissement pour voir est-ce qu'on a un besoin ou une capacité. Ce qui est vrai pour les agents économiques, notamment les ménages, les entreprises, il est également vrai pour une nation. Et donc, pour un ménage, donc, il se fait de comparer son épargne avec son investissement. Si l'épargne est supérieure à l'investissement, on dit il dégage une capacité de financement. Mais si le contraire, ça veut dire que l'investissement dépasse l'épargne, on dit qu'il s'agit d'un besoin de financement qu'il faut bien sûr emprunter pour le financer. Donc, c'est l'épargne nationale brute plus transfert net en capital, moins FBCF plus variation de stock. Et bien sûr, FBCF plus variation de stock, c'est l'investissement. Alors, pour les données de 2018, donc, l'épargne nationale brute qu'on a déjà calculée, donc 305 420, les transferts nets en capital pour cette année, c'est zéro, moins la FBCF qui est de 314 963, et la variation de stock qui est de 56 051 millions de dirhams. Donc le tout a donné un résultat de moins 65 594 millions de dirhams. Et donc voilà, le résultat il est négatif, ça veut dire que il s'agit d'un besoin de financement. Au niveau de la lecture, il faut le spécifier. Il faut spécifier, il faut dire, on attend de vous de nous dire voilà qu'il s'agit d'un besoin de financement. Eh bien, on rédige une petite phrase pour dire qu'en 2018, le Maroc dégage un besoin de financement de 65 594 millions de dirhams. Eh bien, ce besoin qui a été dégagé par le Maroc en 2018, il doit bien sûr être financé par le recours à l'emprunt. Quatrième indicateur, c'est le taux d'investissement. Donc, le taux d'investissement, c'est tout simplement l'investissement divisé par le produit intérieur brut fois 100. Je vous rappelle que dans les formules précédentes, le taux d'investissement il est mesuré par FBCF sur le PIB. Donc, après la révision, bien sûr, du Haut Commissariat au Plan du calcul de ces indicateurs, et donc on a retenu l'investissement et au lieu de retenir la formation brute du capital fixe. Donc, faites attention à ce changement-là. Et donc, on prend l'investissement parce que taux d'investissement déjà, hein, donc taux d'investissement, c'est l'investissement sur. Et donc, l'indicateur déjà qui constitue une référence, c'est le produit intérieur brut. Donc, formation brute du capital sur le PIB fois 100. Et donc, voilà les chiffres de 2018. Le résultat était de 33,5%. Ça veut dire que la part de la FBC, ou bien de l'investissement dans la richesse créée, est de 33,5%. Il mesure également l'effort d'investissement d'un pays. Donc il faut comparer encore une fois ce pourcentage-là, ce taux d'investissement, avec celui réalisé les années précédentes et bien sûr peut-être celui qui est réalisé par d'autres pays. Donc en 2018, c'est très simple, on dit l'investissement national représente 33,5% de la richesse créée ou bien du PIB. Donc, c'est un indicateur important pour mesurer la capacité d'une économie de réaliser des investissements importants. Et donc, si ça avance, ça veut dire que l'État ou le pays fournit des efforts en matière d'investissement. Et vous savez que l'investissement et la consommation représentent les moteurs de la croissance économique. Un autre indicateur, c'est le taux d'épargne. Et donc, le taux d'épargne, encore une fois, l'épargne. Donc, l'épargne est mesurée par l'épargne nationale brute sur le produit intérieur brut fois 100. Il faut faire attention également à cette formule parce que la formule qu'on a utilisée avant 2017, je pense, avant 2017, c'était l'épargne nationale brute sur
RNBD, le revenu national brut disponible. Mais pour harmoniser les deux, parce que finalement, on doit comparer le taux d'investissement avec le taux d'épargne. Et donc, on a harmonisé. Donc, on a divisé, les deux sont divisés sur le produit intérieur brut. Le taux d'investissement, c'est l'investissement sur le PIB et le taux d'épargne, c'est l'épargne nationale brute sur le produit intérieur brut. Parce que l'intérêt du calcul des deux, c'est aussi les comparer parce que ça va nous donner une idée sur est-ce qu'il y aura une capacité ou un besoin de financement. Alors, si le taux d'épargne dépasse le taux d'investissement, ça veut dire que l'épargne dégagée finance l'investissement réalisé. Si c'est le contraire, ça veut dire que le pays doit recourir à l'endettement. Alors, pour le taux d'épargne pour 2018, donc, c'est l'épargne nationale brute, 305 420. On a divisé sur le produit intérieur brut, on a multiplié par 100, ce qui a donné un taux de 27,6%. Donc, c'est une part, donc on dit au Maroc en 2018, l'épargne nationale brute représente 27,6% du produit intérieur brut. Vous pouvez remarquer tout de suite que le taux d'épargne est inférieur au taux d'investissement. La différence, elle est à peu près de ces points, à peu près ces points de différence entre le taux d'investissement et le taux d'épargne. 33,5 est supérieur à 27,6. Cela signifie, on peut déduire rapidement que le pays fournit des efforts importants en matière d'investissement, mais il manque d'épargne. C'est pour cela que, attention à l'endettement, ça va augmenter le niveau d'endettement du pays. Alors, on peut également, parce qu'un indicateur ne sert à rien s'il n'est pas comparé, donc avec toujours l'indicateur de taille, c'est le produit intérieur brut. Donc, pour donner une idée sur le niveau du besoin de financement, il faut le rapporter au produit intérieur brut. Et donc, en le rapportant au produit intérieur brut, donc on a fait besoin de financement sur le PIB, donc moins 65 594 divisé par 1 106 822 multiplié par 100, ça a donné moins 5,9%. Donc en 2018, le besoin de financement dégagé par l'économie nationale représente 5,9% du PIB. Encore moins 5,9, il faut comparer ce pourcentage-là avec celui réalisé les années précédentes pour avoir une idée sur son évolution et pourquoi pas ne pas le comparer avec les pays à économie similaire, à économie proche. Alors, dans toujours ce chapitre des agrégats de la comptabilité nationale, au passage, on va étudier les indices, l'indice simple ou également l'indice élémentaire. Alors, l'indice simple, il est calculé pour mesurer l'évolution d'un indicateur. Eh bien, l'évolution, bien sûr, dans le temps. Je veux, par exemple, savoir de combien le PIB a augmenté en 2018 par rapport à 2010. Donc, il suffit de calculer un indice qui s'appelle simple. Il s'appelle simple parce qu'on ne retient qu'un seul indicateur. Par exemple, les exportations, les importations, l'épargne, l'investissement, le PIB, etc. Donc, un seul indicateur. Et donc, je fais V1 sur V0 fois 100. Et donc, je prends la valeur de 2018, je la divise je la divise sur la valeur d'une année qui s'appelle l'année de base ou l'année de référence. Et donc, V1, c'est la valeur de l'indicateur en année courante, cette année. Et V0, c'est la valeur de l'indicateur en année de base. Et il est choisi, cette année de base. Alors, par exemple, en 2018, donc, voilà, j'ai le PIB de 2018 et j'ai le PIB de 2014. Donc, le PIB de 2018, il est de 1 106 822 et le PIB de 2014, c'est 925 376 millions de dirhams. Donc, 2014 est considéré comme une année de base. Donc, voilà, je divise le PIB de 2018 sur celui de 2014, ça a donné 119,6. Alors, je vous rappelle que l'année de base, l'indice, il est toujours égal à 100. L'année de base, par exemple, 2014, on avait commencé à 100. En 2018, on est arrivé à 119,6. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de 19,6.
Donc, si vous voulez calculer la variation, il suffit de retrancher l'indice que vous avez calculé de 100. Et il faut enlever 100. Parce que 100, on a commencé par 100 en année de base. Donc, pour l'interprétation, on dit l'indicateur, ici c'est le PIB, ou bien la richesse créée par l'économie nationale, a augmenté de 19,6% en 2018 par rapport à 2014, qui est l'année de base. Alors, comment j'ai obtenu 19,6? Donc, j'ai fait la différence par rapport à 100. Si, par exemple, supposons qu'on a obtenu 90, par exemple, donc je mets 90 moins 100, toujours moins 100, et j'obtiens moins 10. Donc, moins 10, ça veut dire moins 10%, et donc la richesse créée a diminué de 10%. Donc, si l'indice est supérieur à 100, la différence constitue une augmentation. Si l'indice est inférieur à 100, la différence constitue une diminution. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Et attention, des erreurs commises par les élèves. Si on vous demande de calculer l'indice, et donc voilà la formule, c'est V1 sur V0. Mais si on vous demande de calculer la variation, c'est V1 moins V0 sur V0 fois 100. Mais les deux formules, l'indice et la variation, donnent le même résultat, donc la même interprétation. Mais il faut faire attention dans la question, calculer l'évolution, par exemple, l'indice d'évolution du PIB en 2018, année de base 2014. Donc on ne fait pas 2018 moins 2014 sur 2014 fois 100 parce que cette formule, c'est la formule de variation. Donc il faut diviser le PIB de 2018 sur le PIB de 2014 fois 100. J'obtiens l'indice, je le compare à 100, avec 100. Si c'est supérieur à 100, c'est une augmentation, la différence représente une augmentation. Si l'indice est inférieur à 100, donc la différence constitue une diminution. Alors je termine avec les limites de la comptabilité nationale. La question problématique qui est posée à l'échelle internationale depuis plus de 20 ans, les années 90, est-ce que le produit intérieur brut est un indicateur de mesure de la richesse? Étant donné, est un indicateur de mesure euh, parfait. Est-ce que le PIB mesure effectivement la richesse créée par un pays ou un territoire? Étant donné que le produit intérieur brut, qui est utilisé pour mesurer d'autres indicateurs, souffre d'un ensemble d'imperfections ou bien d'insuffisances. Et également, on a commencé à redéfinir la notion de la richesse. Et donc la richesse, c'est pas tout simplement créer, produire, mais aussi il y a tout ce qui est bien-être, environnement, la formation, l'éducation, etc. Donc ce qui fait que être riche, c'est pas seulement avoir de l'argent, mais peut-être se sentir heureux, vivre dans un environnement sain, moins polluant, content, etc. Et donc c'est pour cela qu'on a commencé à critiquer le produit intérieur brut en disant, premièrement, que le PIB ignore un certain nombre d'activités. Et donc il ignore tout ce qui est activité domestique, et donc tout ce qui est bricolage, les femmes au foyer, les soins gratuits assurés aux enfants à la maison sans rien payer, même si ça c'est une véritable richesse, mais parce qu'ils ne donnent pas naissance à une contrepartie monétaire, donc on la néglige. Donc on ne l'intègre pas dans le produit intérieur brut. Donc le produit intérieur brut n'intègre que des activités qui donnent naissance à un échange monétaire. Et voilà, donc c'est pour cela que par exemple, les soins effectués par les médecins dans leur cabinet, c'est comptabilisé création de la richesse. Mais si le dimanche, par exemple, s'ils fournissent des soins médicaux quelque part dans la région de Fès, donc dans les endroits enclavés, dans les villages, gratuitement, et donc ça ne constitue pas une création de la richesse au sens du produit intérieur brut,
parce qu'il n'y a pas un échange monétaire, ce qui représente réellement une insuffisance majeure. Il y a aussi que une deuxième limite, c'est que le PIB ne tient pas compte de ce qu'on appelle l'économie non observée. Alors l'économie non observée, c'est l'économie souterraine d'abord, c'est l'économie informelle, c'est l'économie illégale. Ah, donc une partie importante de cette économie, de la drogue par exemple, de trafic illicite, de tout ce qui est le noir, de tout ce qui est l'économie informelle, ça veut dire toute économie qui ne tient pas de la comptabilité, et donc on ignore complètement les chiffres réalisés, les résultats dégagés, et donc ça représente une véritable limite, et surtout pour les pays où le secteur informel est très important. Par exemple, le Maroc, le poids du secteur informel, ça peut aller jusqu'à 20% du produit intérieur brut. Et cela, on néglige parce qu'on n'a pas les moyens pour l'évaluer. Deuxième limite, c'est la sous-évaluation de certaines productions. Donc, certaines productions sont sous-évaluées, notamment tout ce qui est service public. Donc, la production des administrations, elle est évaluée au coût de production parce qu'il n'y a pas un prix. Et donc, les administrations ne font pas payer le citoyen un prix. Et donc, et pour mesurer la richesse qui est créée, on utilise le coût de production. Or, pour le même service, par exemple, au niveau du secteur privé, donc l'évaluation se fait sur la base du prix de vente. Et bien sûr, le prix de vente est supérieur au coût de production. Il y a également, il nous donne le PIB, il sous-évalue des produits même s'ils sont de plus en plus performants, comme les ordinateurs. Et donc les ordinateurs, avec le temps, leur prix diminue, malgré que leur efficacité augmente. Et donc le PIB ignore ça, parce qu'il ne mesure que la valeur, il ne mesure pas l'utilité. Les télécommunications aussi sont devenues de plus en plus performantes, rapides avec tous les services fournis. Malgré ça, on constate une chute continue des prix. Troisièmement, c'est l'absence de nuisances. Il y a des choses qui créent de la richesse, mais ces choses-là sont mauvaises. Par exemple, le bruit, des destructions de sites, la pollution, la croissance donne naissance à la pollution. Et donc, il y a aussi les activités de dépollution. Elles créent de la richesse. Par exemple, la cigarette, l'alcool, ils participent à la création de la richesse, mais nuisibles pour la santé. Les accidents de circulation, ils sont mauvais alors qu'ils créent de la valeur ajoutée. Quoi encore? Et il y a la croissance économique qui s'accompagne d'autres problèmes secondaires. C'est le stress, surmenage, l'insécurité, etc. Et donc, à quoi sert de créer de la richesse matérielle alors qu'on détruit la richesse immatérielle? Alors, au niveau des comparaisons internationales, si on veut comparer le PIB d'un pays avec un autre, il y a toujours un problème de monnaie de référence et donc de mesure de notre richesse par rapport à la richesse dégagée par un autre pays. Alors, puisque le PIB est critiqué, donc on a pensé à des indicateurs alternatifs. Et donc, on parle du PIB vert, par exemple. Donc, c'est un PIB qui est calculé en tenant compte des dégradations de la nature. Donc, si on fabrique une table, oui, on utilise le bois, mais il faut évaluer l'arbre qui est coupé pour fabriquer cette table. Donc, la table, elle est vendue, par exemple, à 200 dirhams. Donc, il faut retrancher la destruction de la nature. Donc, combien ça va coûter cet arbre-là qu'on a battu pour produire cette table. Et donc, le PIB vert, donc c'est le PIB moins les destructions de la valeur de la destruction de la nature ou de la baisse du stock de ressources naturelles. Et bien, le PIB vert n'est pas très développé, donc pas très, ça commence toujours, ça commence, il est au niveau de la réflexion, parce qu'il est très difficile de mesurer la baisse du stock des ressources naturelles. L'indicateur le plus connu est à partir des années 90, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement,
Et il essaye de mesurer la richesse à travers un ensemble d'indicateurs. Et donc, c'est la santé, l'éducation et le revenu. Donc, deux indicateurs immatériels et un autre matériel. Alors, pour la santé est mesurée par l'espérance de vie à la naissance. L'éducation est mesurée par la durée moyenne de scolarisation. Et puis, le PIB réel par habitant, donc on le divise sur le PIB est divisé par la population. Et donc, à travers une note qui est de 0 à 1, et donc on peut mesurer le niveau de développement d'un pays, à la fois au niveau quantitatif, à travers le revenu, et au niveau qualitatif, à travers la santé et l'éducation. Et donc, on peut avoir trois catégories de pays. Les pays avec un IDH faible, donc inférieur à 6, à 0,6, et moyen 0,6 et 0,7, et puis supérieur à partir de 0,8. Et il y a aussi l'indice de pauvreté humaine, les PH. Il est aussi créé par le PNUD. C'est la même chose que l'indice de développement humain, sauf qu'au niveau du revenu par habitant, on l'a remplacé par les conditions de vie. Au lieu à la place du revenu, on utilise les conditions de vie. Alors, les conditions de vie sont mesurées à partir de trois variables. L'accès aux services de la santé, alors mesuré par le combien d'habitants pour un médecin, l'accès à l'eau potable et également la part des enfants de moins de 5 ans victimes de la malnutrition. On va prendre le nombre d'enfants moins de 5 ans et on va prendre les enfants qui ont un problème de malnutrition. La malnutrition, elle est définie par, par l'Organisation mondiale de la santé. Donc voilà pour le chapitre des agrégats de la comptabilité nationale. Maintenant, vous avez une idée d'abord sur la construction de ces différents agrégats, les formules de calcul, les calculs pour l'exercice 2018, et puis l'interprétation de chaque indicateur. Et on a terminé par, bien sûr, la présentation des limites de la comptabilité nationale. Et donc, je vous remercie. Et bien sûr, on va présenter également le chapitre de l'inflation. Merci.